On parle souvent de résistance au changement, mais en réalité, toutes les résistances ne se ressemblent pas. Surtout, elles ne nécessitent pas toutes la même réponse. Si on ne distingue pas les différentes formes de résistance, on va appliquer la mauvaise stratégie. On va les regarder dans cette partie-là, dans cette vidéo, dans un ordre qui est logique. La résistance passive, la résistance latente et la résistance agressive. Et on va voir quelle est la différence, notamment fondamentale, entre la résistance passive et la résistance latente. Pour ce qui est de la résistance passive, grosso modo, elle pourrait se résumer à travers la phrase je freine, mais c'est surtout pour moi que je freine. Donc c'est souvent la plus fréquente et elle est la moins spectaculaire. La personne ne va pas s'opposer de manière ouverte ou de manière frontale. Elle va dire oui, oui, d'accord, mais dans les faits, elle va retarder, elle va oublier et elle va appliquer à moitié, par exemple. Si on prend l'exemple de notre guichet digitalisé, de notre outil de ticketing dans une banque, donc on va avoir Aïssatou, par exemple, qui va créer des tickets. Mais en réalité, elle continue parfois à répondre à des appels sur son WhatsApp pour traiter des tickets de clients qui avaient son WhatsApp personnel. Là, elle cherche pas vraiment à convaincre, juste qu'elle se protège elle-même, et donc l'idée, c'est que cette résistance passive, finalement, elle est vraiment centrée sur l'acteur en lui-même, sur Aïssatou. C'est souvent lié à de la peur, à du manque de confiance, et parfois également de la perte de repères. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que son impact, il est surtout individuel. Cette forme de résistance, elle n'impacte que la personne qui est à l'origine de cette résistance. Ça ralentit le projet, mais ça n'impacte pas forcément les autres personnes. Concrètement, comment on agit sur ce type de résistance? On va d'abord chercher à comprendre. L'idée, c'est pas de sanctionner immédiatement. On va essayer de savoir si c'est un problème de compétence, un problème de confiance, un problème de motivation. Concrètement, pour réussir à comprendre quelle est l'origine de ce problème-là, on va avoir différents outils. On peut avoir les échanges individuels, on peut avoir également de l'accompagnement terrain, on peut avoir du soutien pratique si c'est un problème d'utilisation et de manque de confiance dans l'utilisation. Grosso modo, quand on a une résistance passive, l'idée c'est de sécuriser et de cadrer. Il faut vraiment créer le cadre de sécurisation. Deuxième type de résistance, c'est la résistance qui est dite latente. Et là, grosso modo, si on doit résumer en une phrase, ce serait je dis oui, ok pour le changement, mais par contre, j'influence contre ce changement. C'est vraiment la forme qui est la plus subtile de résistance, parce que là, du coup, extérieurement, la personne, elle peut sembler adhérer. Mais en coulisses, et finalement en sous-marin, pour utiliser d'autres termes, elle va semer le doute, elle va relativiser, la personne va exprimer son scepticisme en aparté, et elle va ralentir du coup toute la dynamique collective. Dans notre guichet, par exemple, pour garder le même exemple, ça peut être Moussa, qui est un leader informel. Dans notre réunion, il va être là à dire oui, oui, on va essayer, très bien. Mais à la pause, à la machine à café ou au déjeuner, il va être là à dire par exemple, bon, franchement, je suis pas sûr que ça marche, ce nouveau système. Et c'est ce qui peut créer une certaine hésitation sur l'ensemble de l'équipe. Donc la différence vraiment clé ici, c'est que finalement, dans le cas précédent, c'est-à-dire dans la résistance passive, Aïssatou, elle résistait, mais simplement à une maille individuelle. Dans le cas de la résistance dite latente, cette fois-ci, Moussa, il freine l'ensemble du collectif, parce qu'il a une influence sur l'ensemble du collectif. Donc là, dans ce cas, finalement, Moussa n'agit pas simplement juste pour se protéger, mais finalement, il influence également les autres. C'est pour ça que cette forme-là, elle est souvent plus dangereuse que la forme passive. Parce que effectivement, dans cette forme-là qui est la latente, Moussa, il a une influence sur l'ensemble du collectif. Donc concrètement, comment on agit sur ce type de résistance? Déjà, pour l'identifier, il faut finalement identifier peut-être un certain nombre d'échanges informels. Donc on peut avoir des indices à travers des échanges à la machine à café, à travers aussi des relais qu'on a sur le terrain. On a des ambassadeurs, on l'a vu dans la vidéo précédente. Tous ces éléments-là sont des canaux qui nous permettent de remonter les, entre guillemets, bruits de couloir. Pour observer tout ça, l'idée c'est également d'analyser finalement les faits. Si Moussa nous dit oui, oui, je vais utiliser, mais qu'au final on voit qu'en termes de tickets traités ou en termes de tickets créés,
il en a beaucoup moins que les autres, ça peut être un indice. Donc c'est un élément qui peut nous montrer qu'attention, il peut y avoir une forme de résistance latente, même si officiellement Moussa nous dit si, si, c'est un bon projet et je vais l'utiliser. Et donc concrètement, comment on peut faire pour au-delà d'identifier, pour traiter ce type de résistance? Bah là, il faut avoir finalement des échanges très clairs avec la personne concernée. Toujours en one-to-one, c'est important avec cette personne. L'idée, c'est pas de rentrer encore une fois dans de l'opposition frontale, mais en réalité, c'est quand même à un moment donné de lui demander un positionnement qui soit très clair. Il faut mettre la personne face à ses responsabilités. Au-delà du discours de façade qui est oui, oui, je suis complètement partie prenante de ce projet, il faut la confronter aux faits. Et si par exemple Moussa traite beaucoup moins de tickets que les autres, alors que en parole il dit qu'il est complètement OK avec le projet, et ben il faut le confronter finalement à cette contradiction. Pas devant tout le monde, mais en B2B. Ça peut être un des moyens, effectivement, d'identifier et de mettre la personne face à ses responsabilités et à un moment donné de la faire basculer vers, à minima, finalement, la sortir de cette résistance. On n'attend pas de cette personne qu'elle devienne un ambassadeur extraordinaire, etc., mais qu'au moins elle arrête sa résistance parce qu'elle comprend qu'elle est identifiée et qu'on sait qu'elle résiste. Troisième cas de résistance, c'est la résistance qui est dite agressive. Celle-ci, c'est je m'oppose ouvertement, ça va pas marcher, et c'est dit de manière très claire lors de réunions, lors de formations, etc. Donc c'est une personne qui va critiquer de manière publique et l'opposition est donc visible. Concrètement, dans notre guichet, ça peut être par exemple un agent qui va contester pendant une réunion, une personne qui va décourager ses collègues, une personne qui va être vraiment assez spectaculaire entre guillemets dans la manière de s'opposer au projet. Mais de manière assez paradoxale, finalement, ce sont les cas les plus simples à gérer. Pourquoi? Parce que là, au moins, on sait à qui on a affaire. La résistance, elle est visible, elle est très claire et on sait exactement où il faut agir. Donc déjà, premièrement, ça sert à rien d'entrer dans un affrontement public avec cette personne. Donc si vous êtes en train d'expliquer votre projet à une réunion d'équipe et que finalement vous avez ce type d'interlocuteur qui se lève en pleine réunion, qui indique que c'est un projet qui ne va pas aboutir, qu'il n'est pas d'accord, etc., ça ne sert à rien, dans le cadre de cette même réunion publique, de commencer à rentrer dans un argumentaire frontal. Là, il faut réussir, dans le cadre de cette réunion publique, on va dire, à écouter, mais très rapidement indiquer à la personne que ces craintes ou ces sujets pourront être traités dans le cadre d'un échange individuel. Voilà. L'idée étant de ne pas finalement donner beaucoup plus d'importance à cette personne dans le cadre d'une réunion collective, parce que ça peut vous polluer complètement l'objectif de votre réunion. Il faudra à un moment donné écouter sans humilier, et il faudra également toujours comprendre la cause réelle de cette opposition. Parfois, on a vu, ça peut être un déchiré, hein, mais donc c'est-à-dire quelqu'un qui est très influent et qui est contre le projet, mais qui peut avoir différentes raisons d'être contre le projet. Donc ça peut être de l'inquiétude qui est légitime, parce que peut-être que vous, dans le cadre de votre projet, vous n'aviez pas vu qu'il y avait des risques que cette personne a vus. La mise en place, par exemple, de ce guichet peut comporter un risque que cette personne opposée a vu. Et là, c'est important d'identifier et puis de travailler sur ce point. Mais ça peut être également des oppositions de principe. On en a toujours dans les équipes qui sont là simplement par opposition, quoi qu'il arrive, au projet. Donc c'est pas la même manière de traiter. Ce qu'il faut retenir hein, de manière générale, puisqu'on vient de voir les trois types de résistance, c'est que finalement, si on prend la première résistance, qui est la résistance passive, là on est sur finalement une sorte de je ne bouge pas, mais c'est à titre personnel. Voilà, je ne m'embarque pas dans le projet de manière super dynamique, mais encore une fois, c'est à titre personnel. Ensuite, on a l'opposition latente, la résistance latente. Là, cette personne, c'est une sorte d'influence qui est cachée. Et enfin, on a la résistance qui est dite agressive, donc celle-ci, c'est l'opposition qui est visible et qui est finalement celle qu'on vient de voir en dernier. Donc en général, le danger, c'est pas toujours celui qui crie, c'est parfois plutôt celui qui dit oui oui, mais qui n'y adhère pas vraiment. Et votre rôle en conduite du changement, c'est de savoir lire ces différents signaux. Ensuite, vous pourrez appliquer finalement la manière de traiter ces différents changements, comme on l'a vu dans le cadre de cette vidéo.